Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube qui est consacré à l'effet Mandela et au système de contrôle temporel, spatio-temporel, il faudrait dire en fait. Mais avant de commencer, je voulais vous annoncer que l'on organise le samedi 6 avril 2024 une conférence sur justement le jeu cosmique, le jeu mené par les entités sans âme. En gros, c'est comment les entités sans âme jouent avec nous. C'est un peu comme ce que disaient les Grecs, que les Grecs anciens, que les entités que les dieux, donc d'autres noms pour les entités sans âme, jouaient au dé avec les humains. Eh ben, c'est exactement ça. Et dans cette conférence qui aura lieu à Paris en présentiel, on donnera des exemples précis et inédits sur comment fonctionne ce système de jeu absolument vampirique. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Le lien sera en dessous de ce podcast et surtout, euh, quand vous cliquez sur le lien, il y a la description de la conférence et il y a mon adresse mail personnelle. Donc, pour vous inscrire, rien de plus simple, vous nous envoyez un petit mail et on vous réserve une place. Pourquoi sur inscription? Parce que tout simplement, la salle est relativement petite. En tout état de cause, ces conférences en présentiel sont vraiment, vraiment sympathiques. C'est des moments d'échange et le public est super sympa. Donc, si vous êtes sur Paris le samedi 6 avril, n'hésitez pas à venir. D'autant plus que c'est une conférence à l'ancienne qui dure 6 heures, de 12 heures à 18 heures. Alors, sachez aussi que le 20 avril, j'organise un webinaire sur les intelligences artificielles. Donc là aussi, c'est un sujet vraiment dans l'air du temps et je vais donner des informations inédites dans ce webinaire en direct. Ce webinaire aura lieu donc le 20 avril de 18 heures à 22 heures. Donc c'est un webinaire qui durera 4 heures. Il y aura du temps pour les questions et pour les réponses. Et dans les webinaires, et ça c'est vérifié encore du reste le 16 mars dernier, où j'ai fait mon webinaire sur le vampirisme psychique. Le public est vraiment super. Il y a des gens qui ont des témoignages très intéressants, des réflexions très intéressantes. Donc, ça vaut vraiment le coup. Donc, pareil, si vous avez un moment le samedi 20 avril de 18 heures à 22 heures, ben, n'hésitez pas à vous inscrire à notre webinaire. Et le prix de ce webinaire, c'est un tout petit prix pour qu'il soit accessible à tous. Donc, maintenant que j'ai donné ces informations, place au podcast. Donc, beaucoup de personnes parlent, disons, de la manière dont les entités non humaines tiennent cette réalité. Beaucoup de gens vont parler de l'expression de cela au niveau des cinq sens. D'autres personnes vont parler des abductions et des choses comme ça. Et ça, c'est très très important que ça soit au niveau des cinq sens, au niveau des abductions. Mais il y a une facette du système de contrôle qui est très souvent ignorée. Et cette facette du système de contrôle, c'est la manipulation du temps et des timelines. Et ça, c'est lié à la nature même de cette réalité. Cette réalité fonctionne comme un jeu vidéo. C'est une réalité holographique. C'est une réalité qui fonctionne en gros comme un hologramme, comme un jeu vidéo holographique. Et qui dit réalité holographique dit un fonctionnement identique à une simulation. Par exemple,
Maintenant, il y a de plus en plus de physiciens, mais aussi de spécialistes de l'informatique, comme Ries van Wierck, par exemple, qui est un physicien du MIT, qui commence vraiment à comprendre que cette réalité fonctionne comme un système informatique, que cette réalité fonctionne comme un programme informatique. Donc cela explique les constantes fondamentales de cette réalité. Donc il y a plusieurs constantes en physique, par exemple la vitesse de la lumière et tout cela. Et selon ces physiciens de pointe, mainstream, je le précise, ces constantes correspondent aux règles de la simulation. En gros, ça correspond au canevas de réalité. De même, les particules élémentaires correspondent aux différents pixels de la simulation et même la physique quantique qui montre que les particules élémentaires sont à la fois ondes et particules confirme que cette réalité est une simulation. Si cette réalité est une simulation, c'est que la simulation a été générée par quelque chose. Et ce quelque chose qui a généré la simulation, c'est ce que j'appelle des entités sans âme. C'est des entités de type djinn, de type archonte, de type démon, peu importe la dénomination, de type reptilien, de type gris, qui ont généré cette simulation. Alors, j'explique dans les podcasts d'Au-delà de l'illusion, dans mes livres, dans d'autres podcasts YouTube, dans d'autres podcasts Odyssée, comment cette réalité a été générée par ces entités non humaines. Et une des choses qui nous maintient dans cette réalité, qui nous manipule dans cette réalité, c'est la notion de temps. Le temps pourrait être comparé, alors je simplifie, un espèce de paramètre de jeu vidéo qui a été mis en place par les entités sans âme. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, il y a un certain temps pour terminer un niveau. Par exemple, le temps, ça peut être 24 heures, 48 heures. Et en fait, c'est 24 fausses heures, 48 fausses heures. Et tout cela pour dire que le temps, c'est quelque chose qui est propre à cette fausse création, qui est propre à cette simulation. C'est quelque chose c'est un paramètre de la simulation, pour faire simple. Et les entités sans âme ont généré le temps de manière à pouvoir mieux nous manipuler. On peut dire qu'elles sont au-delà du temps, en tout cas au-delà du temps tel qu'on le perçoit nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le temps est issu de leur technologie. Donc si on monte d'un cran notre perspective, on se rend compte que le temps, c'est une illusion de la simulation, que en fait, tout est absolument simultané. En gros, passé, présent et futur sont simultanés. D'ailleurs, beaucoup d'hypnothérapeutes qui font des régressions dans des vies antérieures se rendent compte de ce facteur temps qui est une illusion et parlent de vie simultanée. En ce moment, Paul Ponceau de 2024 est en train de faire le podcast, mais simultanément, Paul Ponceau de l'an 2000 est en train de faire ces choses et Paul Ponceau de l'an 2040 ou 2050 est en train de faire les choses. C'est tout simultané, mais on est manipulé à penser que le temps avance de manière linéaire. C'est un petit peu comme quand on regarde un film, tout le film
tout le film est simultané. Il est contenu par exemple dans la clé USB ou dans le DVD. C'est tout simultané. Mais quand on regarde le film, on a l'impression que le temps se déroule. C'est un peu comme ça dans cette réalité. Donc cette capacité de manipuler le temps qui est issue de leur technologie va faire que les entités non humaines vont pouvoir manipuler notre passé de manière constante. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et comme tout est simultané, ça va faire que le futur va agir sur le présent. Donc c'est quelque chose qui s'appelle la rétrocausalité. Et certains psychologues, comme Éric Vargo, commencent à expliquer les prémonitions, ou au moins certaines prémonitions, par la rétrocausalité, l'action du futur sur le présent. Et c'est logique parce que tout est simultané. Une des conséquences de cette manipulation du temps et des timelines par les entités non humaines qui reprogramment tout ça comme quelqu'un reprogrammerait un jeu vidéo, c'est que ces entités non humaines sont capables de manipuler notre passé. Et notre passé collectif, mais aussi notre passé individuel. Et ça explique des phénomènes comme l'effet Mandela. Alors la notion d'effet Mandela, ça vient d'où? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes, et c'est 5 ou 10% de la population selon la chercheuse Fiona Broome, pensent que Mandela est décédé en prison dans les années 80. Or, bien évidemment, ce n'est pas le cas dans la réalité consensuelle. Mandela est mort en 2013. Il a été libéré de prison en 1990 pour devenir président de l'Afrique du Sud en 1994. Mais beaucoup de personnes se rappellent que Mandela est mort en prison dans les années 80 et des personnes qui ne se connaissent pas. Et l'effet Mandela vient de cela. Et ça montre que la réalité collective a été manipulée, qu'il y a une timeline où Mandela est mort dans les années 80, qui a été la réalité consensuelle, puis qui a été remplacée par cette timeline où Mandela est mort donc en 2013. Ou plus exactement, la timeline a été modifiée, la timeline a été reprogrammée. Et certaines personnes gardent des souvenirs de l'ancienne timeline. Donc d'autres exemples d'effets Mandela, c'est des logos d'entreprises qui changent. Par exemple, des logos de produits ménagers et tout ça qui changent. C'est aussi des changements subtils c'est aussi des changements subtils dans certains films et tout ça. C'est ça la manifestation. Et les implications de l'effet Mandela, c'est que toute notre histoire est constamment modifiée, que l'histoire passée est constamment réécrite par les entités sans âme qui modifient constamment cette timeline ou grèvent des timelines synthétiques ou font fusionner cette timeline avec d'autres timelines. Un peu comme, encore une fois, des gens qui programment un jeu vidéo le modifient constamment. Et un film qui montre bien ça, c'est le film Dark City, où tout est constamment modifié par des entités non humaines. Donc, et dans Dark City, le film parle de concepts, de lieux que tout le monde cherche, mais qui n'existent pas, comme
Shell Beach. Or, dans cette réalité, il y a des lieux qui sont décrits sur des cartes et que personne ne retrouve pourtant, qui sont présents sur des cartes anciennes, comme l'île de High Brasil, par exemple, au large de l'Irlande. Elle est présente sur beaucoup de cartes anciennes et beaucoup de marins allaient chercher cette île qui était officiellement cartographiée et ils ne la retrouvent absolument pas. Mais c'est une île qui avait été cartographiée. Et il y a énormément d'exemples comme ça de terres fantômes, d'îles fantômes qui ont été cartographiées, que des personnes vont chercher et qu'ils ne retrouvent pas, ou même des explorateurs vont aller sur ces terres fantomatiques une fois, et puis après ils retournent au même endroit et ils ne les retrouvent, absolument pas. Donc qu'est-ce que cela implique? Cela implique que la réalité est constamment reprogrammée, constamment rééditée, un petit peu à la manière, encore une fois, d'un jeu vidéo. Ça implique que notre histoire est constamment reprogrammée. Alors ça peut être une reprogrammation directe, ça peut être par des timelines synthétiques qui sont greffées sur la réalité consensuelle et qui deviennent ensuite la réalité consensuelle. Ça peut être des fusions avec d'autres timelines. Par exemple, beaucoup de chercheurs parlent du concept de Tartaria. La Tartaria, c'est quoi? Ça aurait été une civilisation globale très avancée qui aurait existé jusqu'à il y a quelques centaines d'années. Encore une fois, le temps est tellement imprécis, puisque le temps peut être manipulé, que je dis quelques centaines d'années parce que on ne peut pas vraiment dater certains événements anciens. Toujours est-il que ce concept, ce concept de Tartaria, de civilisation globale, euh, c'est quelque chose qui se vérifie scientifiquement, notamment par certaines constructions qui n'ont pas leur place. Les cathédrales, par exemple, comme la cathédrale de Vézelay, la cathédrale de Chartres, elles n'ont pas leur place dans le Moyen Âge. Pourquoi? Parce que les technologies utilisées pour construire des cathédrales comme ça n'existaient tout simplement pas. Et même de nos jours, c'est quasiment impossible de construire des cathédrales d'une telle qualité. Or, selon l'histoire officielle, ces cathédrales sont censées avoir environ 800 à 1000 ans et avoir été construites par des technologies moyenâgeuses. C'est absolument impossible. Il suffit de les regarder, il suffit de voir que même de nos jours, on n'arrive pas à reconstruire des édifices aussi beaux. Maintenant, tout est triste, tout est absolument carré. Donc, donc il y a eu cette espèce de civilisation, il y a eu cette espèce de civilisation globale qui a existé jusqu'à très récemment. De même, beaucoup de maisons, par exemple en Angleterre, ont leur entrée qui sont 2 ou 3 mètres sous terre. Et selon des chercheurs spécialistes de la Tartaria, cette civilisation aurait été engloutie par un cataclysme avec des torrents de boue et tout cela. Donc, il y a même des ponts aussi, des ponts très anciens qui tiennent depuis des centaines d'années. Et de nos jours, c'est impossible de construire un pont qui tient comme cela. Quand en l'an 2000, il y a eu des constructions de ponts un petit peu partout pour le nouveau millénaire, en Angleterre, le nouveau pont, il tanguait. Ils ont été obligés de renforcer les choses et tout cela. Même beaucoup de ponts suspendus, de viaducs, ont des problèmes de sécurité et ne tiennent pas s'il n'y a pas des réparations qui sont constamment faites. Or, certains ponts qui ont 500, 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, continuent à
à tenir. Et personne ne connaît les techniques pour fabriquer ces ponts. Il y a des bâtiments, même comme l'hôtel de ville à Paris, par exemple, ou les maisons du Parlement en Angleterre, l'architecture est telle que ça serait impossible de construire quelque chose comme ça de nos jours. Et donc, il y a les vestiges de cette ancienne civilisation que, qui est appelée Tartaria par beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes disent que cette civilisation s'est effondrée suite à un cataclysme et qu'ensuite il y a eu un blackout total, que les gens basiquement ont été réduits au silence pour ne pas parler de cette ancienne civilisation. Or, c'est tout simplement impossible. Il y aurait toujours eu quelqu'un qui aurait parlé de cela à sa famille, qui aurait gardé des vestiges et tout ça. C'est tout bonnement impossible de réduire au silence des centaines de millions de personnes. Donc, quelque chose d'autre s'est passé. Et ce quelque chose d'autre, là, j'émets une hypothèse, c'est qu'une timeline synthétique a été greffée sur la timeline ancienne, donc l'espèce de faux âge d'or, parce que la Tartaria, c'était un faux âge d'or pour leurrer l'humanité à tomber dans la fausse création. En tout cas, c'est mon opinion. Donc une timeline synthétique a été greffée sur ce faux âge d'or. Et cette timeline synthétique, ça correspond à notre timeline actuelle. Ça correspond à l'histoire mainstream, ça correspond à l'archéologie mainstream, ça correspond à tout ce qui est mainstream. Et progressivement, cette timeline synthétique programmée par les entités non humaines est devenue notre, est devenue notre réalité, est devenue notre réalité consensuelle. Et peut-être pour des raisons de consentement, peut-être aussi pour, pour générer des controverses, et parce que les entités sans âme aiment générer des controverses, elles ont gardé des vestiges de l'ancienne timeline dans la nouvelle timeline, ce qui explique des bâtiments qui ne correspondent pas à l'époque où ils ont été construits, comme les cathédrales, comme même les pyramides d'Égypte, comme les pyramides mayas, comme certaines constructions aussi aux États-Unis. Ça ne correspond tout bonnement pas à l'époque où ils ont été construits. Et ça, pour moi, ça correspond à une manipulation des timelines, à la mise en place d'une timeline synthétique qui est notre réalité, qui est devenue notre réalité consensuelle, qui a progressivement remplacé la timeline originale. La timeline originale continue d'exister comme une timeline alternative, mais ce n'est plus notre réalité consensuelle. Et donc les entités sans âme sont aussi capables de finalement, finalement reprogrammer en permanence notre histoire collective. Donc c'est ça les implications de l'effet Mandela. C'est pas seulement des logos de dessins animés et tout ça qui change, c'est que toute notre histoire collective est en permanence reprogrammée, que notre passé est en permanence reprogrammé par les entités sans âme. Et tout laisse à penser que l'effet Mandela a toujours existé, mais que depuis le début des années 2000, ça s'est accéléré. Il y a de plus en plus de personnes qui signalent l'effet Mandela. Et c'est pas lié à Internet, ou c'est pas lié au fait que l'information circule plus vite, que les gens communiquent plus entre eux. C'est lié à autre chose. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis le début des années 2000. De nombreux rituels d'extraction d'énergie
à grande échelle. Donc, il y en a eu un en 2001, un autre en 2020. Ça, c'est les deux plus importants, mais il y en a constamment. Et ces rituels se sont clairement accélérés. Il y en a de plus en plus. Ces rituels contiennent des symboles qui sont là pour vampiriser l'énergie des masses. Et cette énergie des masses est utilisée par les entités sans âme avec certaines technologies, voire le CERN par exemple, pour reprogrammer notre timeline en y greffant des timelines synthétiques, en la reprogrammant comme un jeu vidéo, en la fusionnant avec d'autres timelines et tout ça. Donc c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Notre passé, mais aussi notre futur, est en permanence reprogrammé par ces entités non humaines. Et si l'effet Mandela existe au niveau collectif, c'est que ça existe aussi au niveau individuel, que notre timeline individuelle est constamment reprogrammée. Et effectivement, beaucoup de personnes ont leur timeline reprogrammée. Je pense même qu'on a tous notre timeline individuelle reprogrammée. Simplement, certaines personnes s'en rappellent, d'autres ne s'en rappellent pas. Il y a, l'exemple que j'avais donné dans un autre podcast et que je vais reciter brièvement ici, de ce groupe de musiciens. C'était un groupe de musiciens aux États-Unis qui jouait de café en café et dans les boîtes de nuit. Des musiciens relativement talentueux et tout ça. Et un jour, ils ont embauché un guitariste britannique. Et ce guitariste britannique avait la particularité d'avoir des cheveux extrêmement longs et d'être extrêmement talentueux. Donc, il a donné une nouvelle impulsion au groupe de rock et le groupe de rock commençait à vraiment donner de plus en plus de concerts et avoir de plus en plus de succès, entre autres grâce à ce guitariste. Et donc, le membre de ce groupe qui raconte l'histoire s'était lié d'amitié avec ce guitariste britannique qui était très sympathique et tout, qui était quelqu'un de charismatique. Et quand le groupe allait jouer dans les cafés, euh, tout le monde le reconnaissait, tout le monde lui parlait. En plus, comme il avait un accent britannique assez atypique aux États-Unis, c'était quelqu'un que les gens aimaient bien parler avec lui. C'était quelqu'un qui avait le contact facile. En dehors de ça, quelqu'un de tout à fait ordinaire, tout à fait sympathique et tout ça. Et c'était quelqu'un qui était extrêmement intéressé par la musique et qui était toujours le premier à arriver aux répétitions. Donc un jour, le narrateur de ce récit, totalement authentique, se rend à une répétition. Et là, il constate que le guitariste britannique n'est pas là. Donc il se dit, bon, il est peut-être malade ou quelque chose comme ça, il arrivera plus tard. Et puis il n'est pas arrivé, donc le groupe a répété et tout, et il demande aux autres membres du groupe, est-ce que vous avez des nouvelles on va l'appeler Jim, le guitariste britannique. Et les autres membres du groupe lui disent, quel guitariste britannique? On n'a jamais eu de guitariste britannique. Tu es complètement fou. Qu'est-ce que tu as bu hier soir? Et tout ça. Donc le narrateur pense que le groupe lui faisait une mauvaise blague et il répète la question. Ils lui disent non, non, il n'y a jamais eu de guitariste britannique. Va te reposer, fais-toi soigner. Donc il croit toujours à une mauvaise blague et le soir, le groupe va jouer dans un restaurant. Et là, toujours pas de guitariste britannique.
Donc, il va demander au serveur du restaurant, mais où est qui connaissait ce guitariste britannique, qui était ami avec lui, mais où est le guitariste, où est Jim? Et le serveur lui dit, il n'y a jamais eu de Jim dans votre groupe. Donc là, il commence à être vraiment inquiet. Donc, il dit rien. Et le lendemain, le groupe joue dans un autre bar. Et dans l'autre bar, le narrateur parle à une serveuse qui était très amie avec Jim. Et la serveuse lui dit, il n'y a jamais eu de Jim. Donc là, le narrateur se dit, mais quelque chose s'est passé. C'est comme s'il avait été effacé. De fil en aiguille, le narrateur a compris que sa timeline individuelle avait été changée d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est typique d'un effet Mandela individuel. Donc beaucoup de personnes ne se rappellent de rien parce qu'il y a une reprogrammation du subconscient. Comme avec l'effet Mandela général, la plupart des gens ne se rappellent pas de l'ancienne timeline où Mandela est mort en prison. La plupart des personnes se rappellent de la timeline actuelle où Mandela a été président de l'Afrique du Sud et est mort en 2013, dans l'effet Mandela individuel, et heureusement du reste, parce que sinon ça serait terrible. Beaucoup de personnes ont le subconscient reprogrammé, donc ils ne se rappellent pas de l'ancienne timeline. Et lui, pour une raison ou une autre, très certainement liée au jeu cosmique des entités sans âme, n'avait eu pas la timeline, n'avait pas eu le subconscient reprogrammé, donc il se rappelait de l'ancienne timeline du groupe. Et pour lui, c'était vraiment une expérience effrayante. Euh, il y a des cas de personnes qui, tous les jours, se réveillent dans une timeline différente. Y a, et ça, c'est extrêmement effrayant parce que c'est des détails subtils qui changent. Par exemple, ils ont leur table de nuit à gauche et le lendemain, la table de nuit est à droite alors qu'ils ne sont pas somnambules. Ensuite, le lendemain, par exemple, ils ont un lampadaire de telle couleur et ensuite, le surlendemain, la couleur du lampadaire change ou la position du lampadaire change. Et des détails très subtils changent dans leur travail, même dans leur vie de famille et tout ça. Parfois c'est subtil, parfois c'est moins subtil, mais souvent c'est des choses très très subtiles. C'est comme, euh, c'est comme cet Américain qui un jour était à sa fenêtre et était en train de regarder sa femme sortir pour prendre la voiture pour aller au travail. Ensuite, il sent une sensation de fatigue, comme un étourdissement, et il est obligé de s'asseoir. Puis l'étourdissement passe, et là, il regarde par la fenêtre, et sa voiture, ou la voiture de sa femme, peu importe, est d'une autre couleur. Donc, il ne comprend pas ce qui se passe et il descend. Et là, il voit sa femme rentrer dans la voiture. Simplement, elle avait une robe d'une autre couleur. Donc, il lui dit, mais je t'ai vu en train de partir, tu as changé de robe ou quoi? Elle lui dit, non, non, je viens juste de descendre. Donc, cette personne part, donc le monsieur, le narrateur qui raconte ça, part à son travail. Et là, il y a des détails subtils qui ont changé à son travail. Il y a des collègues de travail qui, qui ne sont pas là et qui n'ont jamais travaillé dans l'entreprise alors qu'il avait pris le café avec eux la veille. Dans son bureau, il y a certaines images qui sont à des places différentes.
euh, des petites choses subtiles qui changent. Donc, il pense vraiment devenir fou et le soir, il rentre chez lui. Sa femme arrive et elle commence à lui parler d'un rendez-vous qu'ils ont avec des amis. Et il dit à sa femme, mais je ne connais pas ces gens, c'est qui ces gens? Et elle lui dit, mais si, c'est nos meilleurs amis depuis qu'on est mariés. Donc là, il ne sait pas ce qui se passe. Finalement, pour le week-end, ils vont voir les amis et la femme et les amis parlent de choses dont ils ne se rappellent absolument pas et de personnes qu'il ne connaît pas. Donc, de fil en aiguille, cette personne comprend que sa timeline individuelle a été changée et que, et du coup, sa femme le prenait pour un fou, donc elle le quitte. Il se fait virer de son travail et tout. Ça a été vraiment tragique pour lui. Et des cas comme ça sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Un des amis de Matt McKinley donc, était en train de regarder le film Le Magicien d'Oz et en direct, il voit un détail changer, quelque chose qui change de couleur. Je pourrais plus dire quoi. Peut-être peut-être un détail de la robe de Dorothy ou peut-être autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui change de couleur. Donc, cet ami de Matt McKinley, qui était un grand fan de films, il dit c'est extrêmement bizarre. Ça doit être mon DVD qui bug. Donc, il rembobine, il met la plage d'avant du DVD. Et là, le détail est de la nouvelle couleur. Donc il se dit, c'est vraiment étrange. C'est une personne qui avait aussi le film en VHS. Donc il prend son magnétoscope, il met le VHS, et là, le détail vestimentaire, on va dire, euh, est de la nouvelle couleur. Donc il a vu sa timeline changer subtilement en direct. Bon, les conséquences n'ont pas été graves pour lui, mais il a assisté, il a vraiment assisté à cela. Et ensuite, ça nous arrive à tous. Par exemple, on se rappelle tous d'avoir eu un livre, de l'avoir lu, mais quand on regarde dans notre collection de livres, bon, il faudrait qu'elle soit moins en désordre que la mienne, mais si la collection est ordonnée, on va chercher et on se rend compte que l'on ne trouve pas le livre. Et après, on se rend compte qu'on n'a jamais eu qu'on n'a jamais eu le livre. Donc, c'est des petits détails comme ça qui montrent que nos timelines individuelles sont constamment transformées par des entités, par la technologie des entités non humaines. Et c'est logique parce que notre réalité fonctionne comme un programme, donc notre réalité est constamment reprogrammée par ces entités non humaines. Mais la plupart du temps, on ne se rend compte de rien. Et quand les gens s'en rendent compte, c'est tragique. C'est comme des gens s'endorment un soir et se réveillent le lendemain avec des vies complètement différentes. Simplement, il n'y a pas de reprogrammation du subconscient pour qu'ils soient adaptés à leur nouvelle vie et ça les rend complètement fous, complètement déprimés. Et ça fait partie, à mon sens, du jeu cosmique des entités sans âme. Donc l'effet Mandela, beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose de plutôt ludique et tout ça, lié à des logos, des scènes de films et tout, mais c'est quelque chose qui concerne la réalité consensuelle collective, mais aussi notre réalité individuelle. Et moi, j'aimais l'hypothèse que notre réalité est constamment reprogrammée par ces entités non humaines, autant au niveau collectif, autant qu'au niveau individuel. Et ça explique beaucoup de personnes vont commencer, par exemple,
des thérapies pour travailler, pour faire un travail sur soi, un travail de déprogrammation, un travail, peu importe, un travail sur soi. Et dans énormément de cas, ce travail sur soi va rater, même si la personne est avec un thérapeute compétent, même si la personne a la volonté de le faire. Pourquoi ça rate? Je ne dis pas que ça rate tout le temps, mais ça rate dans beaucoup de cas. Pourquoi? Parce que personne ne tient en compte de cette manipulation du passé par les entités non humaines qui sont capables de manipuler, de reprogrammer notre passé, mais aussi de reprogrammer, comme on va le voir, notre futur. Donc je pense que ce jeu avec cette timeline, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte parce que c'est la base de, du système de contrôle de ces entités non humaines, c'est le temps. Pour moi, c'est le temps. C'est la reprogrammation du passé et la reprogrammation du futur qui agit sur le passé. Donc, justement, il y a un psychologue qui, du reste, est quelqu'un de totalement sceptique par rapport au sujet qui nous intéresse, mais il avait constaté, et il constate encore, que beaucoup de ses patients avaient des prémonitions. Et ce psychologue, Eric Vargo, donc, il a dit, bah, il se passe des choses que je ne peux pas ignorer. Et c'était quelqu'un qui était très sceptique, mais qui avait l'esprit ouvert. Et en entendant les témoignages de prémonition de ses patients, il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Donc, il a émis l'hypothèse que certaines prémonitions s'expliquaient par la rétrocausalité, autrement dit, par l'influence du futur sur le présent. Et ça paraît logique puisque tout est simultané. Par exemple, il y a beaucoup de films qui prédisent certains événements. Et la programmation prédictive, c'est lié donc c'est lié donc aux pions au niveau 5 sens des entités sans âme qui contrôlent très souvent le milieu du cinéma, ça c'est clair, et qui sont en contact avec les entités sans âme, donc qui connaissent à un niveau le plan des entités sans âme, ça c'est clair, mais il y a des programmations prédictives qui sont tellement précises qu'il y a autre chose, il y a d'autres choses qui se passent. Et par exemple, il y a des films qui décrivent certains événements au détail près, des livres qui décrivent certains événements au détail près. Donc, je n'en parlerai pas dans ce podcast parce que ce n'est pas l'objet, mais il y a des programmations prédictives qui sont au-delà de l'humain. Et j'ai émis l'hypothèse que certaines programmations prédictives venaient du court-circuitage de nos pensées par les entités sans âme. Donc quelqu'un qui réalise un film, qui écrit un scénario de film, qui écrit un livre, peut très bien avoir ses pensées court-circuitées par des entités non humaines et penser qu'il écrit certaines parties du livre, alors qu'en fait, c'est les entités non humaines qui écrivent certaines parties du livre, du scénario de film et tout ça, et qui mettent les programmations prédictives. Donc, la programmation prédictive, elle est faite par les entités non humaines pour le consentement, pour qu'on consente au scénario des entités non humaines et pour nous faire créer le canevas de réalité pour que les entités puissent projeter leur scénario, leur programme, parce qu'elles nous utilisent pour créer non pas la réalité, mais le canevas de réalité qu'elles veulent, puisqu'on est des êtres créateurs.
Or, des chercheurs se sont rendus compte que les programmations prédictives se renforcent avec le temps. Parfois même, des détails apparaissent dans certains films et dans certains livres de programmation prédictive qui n'étaient pas là avant. Par exemple, beaucoup de films prévoient certains événements, notamment un grand événement qui a eu lieu au début du XXIe siècle. Et dans ces films, il y a énormément de programmation prédictive. Donc, il y a des gens qui ont regardé, il y a des gens qui ont regardé ces films en 2010 et qui ont noté tous les détails de programmation prédictive dans des films qui sont faits dans les années 90, donc bien avant les événements du début du 21e siècle. Donc ces gens ont noté tous les détails de programmation prédictive et puis après, en 2015 ou 2020, ils reprennent ces mêmes films qui sont faits dans les années 90. Et là, ils découvrent 2 ou 3 fois plus de détails de programmation prédictive. Et certaines personnes se sont rendues compte que des événements étaient ajoutés dans des films. Or, ce n'est pas possible puisque les films étaient faits dans les années 90. Donc, ce n'est pas possible que des événements se soient rajoutés. De même, au début des années 2020, il y a eu un événement où beaucoup de personnes portaient quelque chose. Et donc, à titre personnel, j'aimais beaucoup les documentaires d'histoire. Et dans les années, dans les années 2000, je regardais énormément de documentaires sur un petit peu l'histoire de la science. Et il y avait des documentaires qui parlaient de, de la grippe espagnole. Et jamais je n'ai remarqué certains détails au niveau du visage des gens. Je reste vague. Or, quand j'ai réécouté ces documentaires après certains événements du début des années 2020, tout le monde portait dans ces documentaires qui datent des années 90 et qui reprennent des images des années 1918-1920, beaucoup de gens portaient des choses sur leur visage. Or, ces choses n'étaient pas présentes avant. D'autres chercheurs ont remarqué les mêmes choses, notamment Matt McKinley et Mark Gray. Donc, pourtant sur des images de 1918-1920, des images qui changent totalement. Donc, il est clair que quelque chose se passe. Et ce quelque chose n'a rien d'humain. Tout se passe comme si le futur agissait sur le passé pour littéralement reprogrammer, le passé. Et ces détails s'ajoutent, la programmation prédictive se renforce parce qu'il y a une rétrocausalité. Il y a une action du futur sur le passé qui est liée à la présence des entités sans âme. Ça paraît totalement fou, mais c'est clair que
c'est clair que c'est ce qui se passe, qu'il y a une reprogrammation de la réalité. Donc, il y a une reprogrammation, une action du futur sur le passé. Donc ça, c'est quelque chose qui va extrêmement, c'est quelque chose qui va extrêmement loin, qui est lié au, ce qui est lié aux technologies des entités sans âme et qui est lié à la nature même de cette réalité, que le présent, le passé et le futur sont des illusions liées à la simulation, qu'en réalité, tout est simultané. Et donc, ça explique les glissements de temps. Par exemple, on a fait un podcast YouTube sur les glissements de temps. Et cela s'explique quand on comprend que tout est simultané. Et sous certaines conditions, comme tout est simultané, le passé peut rentrer en collision avec le futur. Et ça explique les phénomènes de glissement du temps. Par exemple, une personne marchait dans la ville de Liverpool dans les années 80. Elle était dans la gare, donc une gare des années 80. Il y avait énormément de monde, comme maintenant des trains modernes, des trains diesel ou des trains électriques. Et la personne marchait dans la gare de Liverpool et soudain, elle se retrouve entourée de trains à vapeur. Mais aussi, elle se retrouve entourée de personnes qui portaient des habits à style années 1890-1900. Donc, la personne qui a vécu ça euh, pense qu'il y a une espèce de tournage de film. Puis elle avance, mais elle se rend compte que tout le monde est habillé de la même manière. Donc la personne commence à paniquer et puis soudain, elle se retrouve dans le Liverpool des années 80 avec des gens habillés à la mode des années 80 et tout cela. C'est typique d'un glissement dans le temps. Et il faut savoir qu'au niveau de la ville de Liverpool, il y a eu beaucoup de cas de glissement dans le temps, parce que c'est au niveau de certains lieux qu'il y a, que ces phénomènes se produisent, où le passé rentre en contact avec le futur. Pourquoi il y a ça? Parce que tout simplement, passé et futur sont simultanés dans la réalité. Donc, cette manipulation du temps par les entités sans âme qui sont au-delà du temps, puisque le temps tel qu'on le perçoit, je dis bien tel qu'on le perçoit, est issu de leur technologie, explique en partie pourquoi le travail sur soi est si difficile. Parce que non seulement il y a toutes les programmations, les pensées intrusives et tout ça, mais il y a les influences des autres timelines, les influences du futur et une reprogrammation constante du passé. Donc je pense que pour entamer un travail sur soi, pour apprendre à se connaître par exemple, il faut au moins prendre conscience de cette manipulation du temps par les entités sans âme, prendre conscience du fait que le temps est totalement manipulé, programmé par les entités sans âme, parce que le temps est une construction technologique. Et je, je pense que dans le système de contrôle des entités sans âme, il faut tenir en compte le facteur temps et le facteur timeline, parce que ça explique beaucoup de choses. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube.